Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Walk With Me. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur comment choisir ses outils pour travailler, quels outils payer, quels outils ne pas payer, et, euh, et un peu de la relation que j'ai vis-à-vis des outils, à la fois pour les entrepreneurs qui débutent, pour son quotidien, et aussi pour des boîtes un peu plus grandes. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, sur de la formation, de la recommandation stratégique ou du conseil et de l'implémentation technique. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des outils, notamment des outils, comment on choisit des bons outils qui vont nous permettre de passer à l'échelle et qui vont nous permettre d'être efficaces dans notre travail au quotidien. Alors, avant toute chose, j'ai une relation assez particulière aux outils, parce que j'ai cofondé une newsletter à l'époque qui s'appelait Better Toolbox et qui permettait de découvrir 5 outils par semaine. Donc j'ai fait énormément de veille. On va commencer par quels outils, où trouver ces outils, quels outils j'utilise et comment je teste les outils. Donc, où trouver ces outils? Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, ce que vous voulez, qui font des tests d'outils et qui vont vous permettre de voir un outil dans son utilisation réelle et de mieux comprendre comment utiliser ces outils. Donc déjà, ça c'est la première source de veille. Regardez les entrepreneurs qui sont dans votre secteur, regardez les outils qu'ils utilisent et surtout essayez d'avoir un esprit critique sur les outils. Moi, dans mes critères de sélection, c'est que si un outil est très fonctionnel mais qu'il est moche, il y a peu de chances que j'utilise parce que j'aime bien travailler dans un environnement qui est plaisant visuellement, avoir des gens qui ont quand même fait un effort de design intéressant. Et donc je juge quand même beaucoup d'outils à quel point ils sont agréables à regarder et sur l'UI, ce qu'on appellerait l'user interface, donc comment sont disposés les boutons, etc. Une exception, Odoo, qui est un outil hyper moche. Vraiment, c'est moche pour un outil du quotidien, mais c'est beau par rapport à des outils et des ERP métiers. Et c'est quand même assez moche, mais qui, eux, sont extrêmement forts en UX, donc vraiment User Experience. Donc c'est euh, l'expérience d'utilisation que vous allez avoir. Ça bug pas, c'est efficace, et il y a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une PME, même des boîtes jusqu'à 500 collaborateurs. Si vous avez besoin d'un ERP, donc quelque chose pour gérer toute votre entreprise, facture, compta, discussion, CRM pour les commerciaux, etc., entrepôt, location, Odoo, c'est quand même un très bon outil pour ça. Une tarification assez avantageuse et qui est moche. Exception faite, j'essaye de quand même choisir des outils qui sont quand même agréables à regarder. On va passer toute la journée sur ces outils. Donc si c'est moche et que ça nous donne pas envie de travailler, on va pas travailler. Donc pour moi, c'est quand même assez important. Ensuite, j'essaye de choisir des outils qui ont des intégrations compatibles avec d'autres services et qui ont une API, donc la capacité de pouvoir les remettre dans des workflows d'automatisation et de code plus tard. Ça, pourquoi c'est important? Parce que si vous avez le meilleur outil de la planète, mais que pour le connecter avec vos 2-3 services pertinents, eh ben, vous êtes obligé de passer 3 plombes derrière un ordi. Je suis pas là pour travailler pour les outils, je suis là pour avoir des outils qui travaillent pour moi et qui m'aident dans mon quotidien opérationnel. Donc, je regarde quand même souvent les outils leaders du marché par rapport à la quantité d'intégration qu'ils ont et par rapport aux outils que j'ai déjà sur lesquels je ne vais pas faire l'impasse, comment ils vont s'intégrer. Donc ça, c'est hyper important. Visuel. Ensuite, intégration. Est-ce que c'est un leader ou un petit outil? Quand c'est un petit outil, ça peut être utilisé pour des besoins très ponctuels. Quand c'est un gros outil, je prends un leader. Ça évitera aussi que la boîte mette du temps à régler les bugs, limiter le nombre de bugs, augmenter la capacité à avoir des intégrations. Exception sur les boîtes qui sont sur un marché structuré. Donc, je ne sais pas si vous prenez
et les outils pour la génération de leads. Déjà, c'est très spécifique. Mais il y a des outils où le fait d'avoir levé beaucoup d'argent va faire qu'ils vont avoir une position dominante à un certain point sur le marché. Et du coup, je regarde aussi les montants des levées pour me dire, ok, bah, je peux me projeter dans le futur avec cet outil. Ça, c'est sur la partie sélection. Ensuite, pour la veille d'outils et voir des outils dont j'ai besoin, j'ai plusieurs sources de veille. La première, c'est les réseaux sociaux. Je suis des chaînes qui font des tests d'outils. Il y en a des très bien. Si j'oublie pas, je vous en mettrai en description. Sinon, posez-moi la question en commentaire. Donc, des chaînes sur YouTube qui vont faire des tests d'outils, qui vont montrer à quoi ressemble l'outil, les avantages et les inconvénients pour tester. Ensuite, si vous avez des outils avec des commerciaux, bah, prenez un appel avec les commerciaux pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Vous gagnerez du temps. Vous gagnerez du temps aussi sur les workflows, les process qui sont souvent gagnants avec le produit. Prendre un appel avec un commercial, ça ne veut pas forcément dire acheter le produit. Ça veut juste dire discuter avec quelqu'un qui a l'habitude de mettre cet outil dans les mains des entreprises. Donc, il y a ça. Ensuite, il va y avoir Product Hunt, qui est un endroit, je vous en avais parlé dans l'une des premières vidéos de la série, pour voir des outils. Donc, tous les jours, il y a plein d'outils qui sont poussés sur la plateforme et les gens peuvent voter pour les meilleurs, en tout cas les plus populaires, et faire en sorte de, eux, ça leur donne une visibilité, et vous, ça vous permet de faire de la veille d'outils. Quand vous avez un cas d'usage et vous cherchez un outil, vous pouvez chercher le cas d'usage avec SAS derrière sur Google pour trouver un premier outil. Et là, vous pouvez aussi utiliser Product Hunt pour voir si cet outil n'a pas fait un Product Hunt. Et s'il a fait un Product Hunt, regardez les outils équivalents. Donc Product Hunt, source de veille. Il va y avoir Google quand on cherche activement un outil sur tous les outils de comparatif. Quand on va prendre par exemple Lemlist qui est un outil d'emailing. Bah, si on veut regarder les outils concurrents, Lemlist alternative, et là on va pouvoir voir les outils concurrents pour voir s'il n'y en a pas un qui fit mieux avec notre besoin. Bon, aujourd'hui, Lemlist est quand même un très bon outil. Bref. Donc regardez les alternatives. Et après, moi, je commence à faire aussi de la veille sur GitHub sur des outils open source et des outils qui ont une dépendance open source et qui ont aussi une version cloud pour pas avoir à tout héberger moi-même. Parce que souvent, ça coûte plus cher en maintenance et en frais de serveur d'héberger soi-même que de payer le petit outil tranquillement avec sa carte bleue, sa version web. Donc, ça, on a fait sur toute la partie veille et les premières étapes. C'est cette partie qui est un peu importante de savoir où trouver des outils, comment les choisir et les utiliser. Ensuite, sur les outils que je choisis, j'aime bien prendre des outils par rapport à des problématiques. Donc souvent, j'ai un minimum d'outils que j'utilise et quand j'ai une problématique très particulière, je regarde s'il y a des outils qui peuvent me faire gagner du temps. Aujourd'hui, quand vous avez un projet, un business ou whatever, vous avez deux choix. Soit vous payez un prestat pour vous aider et vous accompagner. Trois choix en vrai. Une formation pour vous aider, vous structurer, vous accompagner, ou vous payez un outil. Souvent, ça coûte moins cher de payer un outil. Donc, quand j'ai des outils qui répondent à une problématique qui me prend du temps, souvent je paye au moins un mois de premium sur l'outil pour le tester, faire ma tâche un minimum et gagner du temps. Donc je paye très vite du premium. À la fin, ou sinon je fais la période d'essai. Je supprime l'abonnement si j'en ai pas besoin plus d'une fois. Et puis après, je le garde en fonction des besoins que j'ai opérationnellement. Mais le fait de payer rapidement du premium plutôt que de passer une demi-heure à galérer, à bidouiller avec la version gratuite, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et si vous avez un business qui est rentable ou que de toute façon c'est financé par votre entreprise, eh ben, il n'y aura pas de souci à payer des coûts dans les services de logiciels payants. Surtout un mois, parce que souvent ces logiciels ils coûtent entre 15 et entre même pas 5 et 30 euros par mois, donc vous payez juste un mois. C'est l'équivalent d'un restaurant avec entrée plat dessert à Paris. Et en vrai, vous allez économiser potentiellement une demi-journée, une journée dans votre travail, ce qui est énorme. Si vous calculez le ROI, vous allez vite rentabiliser
beaucoup de, beaucoup de SaaS si vous l'utilisez, au moins au moment où vous en avez besoin. Ensuite, donc, ça c'est pour rechercher ces SaaS, sur les outils que j'utilise et comment je sélectionne ma stack d'outils. Aujourd'hui, moi je suis dans une période de croissance, donc j'ai un travail qui est de rationaliser le nombre d'outils que j'utilise. En fait, quand on choisit un outil, il faut savoir qu'il y a l'outil pour ce qu'il nous permet de faire, mais on va avoir des coûts associés. On va avoir le coût de formation des équipes à l'utilisation de cet outil. On va avoir le coût d'interconnexion de cet outil aux autres outils. Si par exemple vous avez une base documentaire et que vous pouvez faire des intégrations facilement, eh ben, vous allez passer quand même beaucoup de temps à transiter entre l'information entre les différents outils et votre base documentaire. Donc, il y a ça, formation, temps d'utilisation, et après, il y a des sujets de coût sur comment ils facturent à la licence en fixe, annuel, mensuel, pour justement que je puisse piloter combien ça va me coûter auprès des équipes. Et une fois que j'ai posé un peu ces 3 critères, mon objectif c'est de rationaliser mes outils parce que ça va me coûter de l'argent en récurrent, il faut que je m'en serve régulièrement. Sinon, si j'ai juste besoin de moonshot, par exemple, je sais pas, j'ai fait 15 vidéos d'un coup et j'ai besoin de les sous-titrer, bah, je prends un abonnement mensuel, je fais mes 15 vidéos sous-titrées, et puis je coupe mon abonnement mensuel et j'ai pas besoin de rentrer dans cette complexité. Ok. Dans les outils que j'utilise, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un, en termes de mail et suite bureautique. Google Workspace. Tout le reste, sauf Microsoft, si vous avez des besoins de Teams, etc., ça sera toujours en dessous de Google. Google, ils ont la meilleure suite bureautique. Teams, pour les gens qui sont bloqués dans Microsoft, tout le monde s'en plaint, mais comme tout le monde est sous Microsoft, tout le monde est obligé d'utiliser. Et Zoom, je sais pas pourquoi les gens utilisent Zoom. J'ai jamais compris. Les gens en Workspace plus un Zoom. S'il y a des gens qui utilisent Zoom et qui ont une bonne raison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, Notion, en base de connaissances, pour l'interconnexion API. Je pense que c'est un outil qui est beau en termes de présentation de documents. Donc j'écris rien dans des Word. Il va y avoir aussi des intégrations directement des vidéos, que ce soit un YouTube, un Loom, directement dans la page. Et plutôt que d'avoir un lien où les gens ils veulent pas regarder votre vidéo de process, donc si vous leur mettez un lien, ils vont pas regarder. Si vous avez une intégration et qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur Play, vous avez peut-être une mini-chance qu'ils regardent votre vidéo de formation. Et du coup, Loom, enfin Notion, ça fait partie de ma base, que je paye en premium. Workspace, Notion, Loom, hyper important. Ça me permet de faire des vidéos de formation, ça me permet de faire des vidéos pour les clients, ça me permet de tout expliquer en vidéo et de gagner énormément de temps sur la partie formation. Du coup, au quotidien dans l'entreprise, ça enregistre l'écran d'ordinateur ou l'écran de téléphone avec le micro et ça permet d'économiser énormément de temps en réunion. Donc Loom, hyper important. Dashlane, gestionnaire de mots de passe, ça me permet de partager les mots de passe avec les prestataires. Ça permet de partager un compte aussi avec les différents collaborateurs et prestataires. Si on a pris un compte, je sais pas, pour 16 navigateurs par exemple, pour avoir des leads, bon, on va pas payer un Sales Navigator par tête. On prend un Sales Navigator sur l'entreprise, mot de passe dans Dashlane et on partage le mot de passe. Comme ça, on peut mutualiser les coûts et gagner et économiser pas mal d'euros par mois. Donc Dashlane, hyper important. Qu'est-ce qu'on a? Loom, on l'a dit. Notion, on l'a dit. Google Workspace, on l'a dit. Si vous voulez faire de l'emailing et du LinkedIn, alors tout le monde parle de Wallaxy, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a Lemlist qui fait mieux parce que c'est plus joli, il y a moins de bugs, et en plus, ça coûte le même prix que Wallaxy, avec les emails en plus. Donc je comprends pas pourquoi les gens utilisent Wallaxy. Si jamais vous utilisez Wallaxy, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire quel est l'intérêt de cette solution. Mais aujourd'hui, Lemlist fait largement l'affaire. En numéro de téléphone, alors toutes les solutions se valent. Globalement, les téléphones pro, la qualité c'est pourri, mais nous on teste on-off en ce moment
parce qu'il y avait la possibilité de passer en GSM et qu'on n'a pas forcément Internet, c'est quand même assez pratique. Donc on-off. Et voilà, et après en no-code pour tout ce qui est automatisation, N8N. Et si j'ai des besoins, je fais un peu de code. Mais grosso modo, ça, c'est mes outils de base avec lesquels je peux gérer toute mon entreprise. Beaucoup d'entreprises peuvent se gérer. Et si jamais vous êtes pas tech, que vous avez une PME sur un business classique, ou en tout cas des fonctions support courantes à toutes les entreprises, bah, passez sur Odoo. Ah oui, hyper important, WhatsApp Business. WhatsApp Business sur le numéro pro, ça permet d'avoir un WhatsApp dédié au business et donc de pouvoir mettre des labels sur vos contacts, de pouvoir enregistrer des réponses automatiques ou des templates de messages automatiquement et donc de pouvoir gérer votre business aussi plus facilement. Et aujourd'hui, la communication, elle passe essentiellement sur WhatsApp parce que de toute façon, même si vous mettez un Discord ou un Slack, à un moment, vous allez être bypassé par WhatsApp. Donc autant tout mettre sur WhatsApp et être sûr que tout le monde a l'information au bon niveau. Voilà, c'est déjà assez long pour cette vidéo sur les outils. Mais bonne journée. On n'est plus qu'à un épisode, si on compte parler hors série, du 20e épisode. C'est top de pouvoir discuter avec vous, même si vous ne mettez pas beaucoup de commentaires. Donc c'est une discussion, c'est plus une tirade et un monologue qu'une discussion. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec The Better People. Salut.